Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne ChessMe. Vous êtes assez nombreux à m'avoir posé des questions sur les livres que j'avais utilisés pour m'entraîner aux échecs et avoir un retour dessus. Donc je vais vous présenter les principaux ouvrages avec lesquels j'ai travaillé pendant mes, on va dire, 2 années de préparation, c'est-à-dire des livres qui peuvent convenir ou non d'ailleurs, je vous donnerai mon retour, pour l'apprentissage ou le réapprentissage des échecs quand quand, quand on veut apprendre un petit peu plus la stratégie, les finales, etc. Donc je vous rappelle, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai, on va dire, réappris après 20 ans d'interruption à jouer, et donc j'avais évidemment énormément de lacunes théoriques, enfin je ne connaissais plus grand-chose. Et donc j'ai lu des ouvrages. Alors je vais pas vous présenter un livre par vidéo, là je vais vous faire une petite vidéo pour couvrir les 2 ans rapidement, pour pas perdre trop de temps, et puis n'étant pas non plus un grand spécialiste, j'ai pas forcément beaucoup de conseils pointus à donner. Donc je peux juste vous apporter le témoignage de ce que j'ai lu et de ce que j'ai regardé. Alors, un des premiers bouquins que j'ai repris quand j'ai recommencé à jouer aux échecs et j'ai voulu m'y intéresser, c'est parce que j'avais beaucoup de transport dans mon travail. Et donc, j'ai eu l'idée de faire des exercices d'abord pour réapprendre la tactique, apprendre à calculer. C'est essentiel aux échecs, évidemment. Et pour ça, j'avais un très vieux livre qui est ici, un livre que j'avais dans les années 90, qui est en russe en fait, et qui s'appelle L'art des combinaisons aux échecs. Alors j'ai trouvé une photo de la même pochette sur internet, mais c'est quand même quelque chose de très vieux. Alors ces gens-là faisaient déjà de la pub dans les années 90 pour Chess Assistant. Chess Assistant. Et effectivement, beaucoup des problèmes qui sont dans le livre, on les retrouve dans dans les applications Android, ou enfin les applications de Chess Assistant, c'est assez amusant. Alors pourquoi il est bien ce livre? D'abord parce qu'il est très dense, il est léger, facile à transporter, il n'est pas très gros, il est vraisemblablement résistant, parce que l'exemplaire que vous avez sous les yeux, c'est un collector qui a donc presque 30 ans, et il a été très utilisé, et voilà, vous avez énormément de diagrammes par page. Des diagrammes, des diagrammes, des diagrammes, et à l'issue, vous avez les solutions. Voilà, donc on ne peut pas faire plus rudimentaire et plus simple, il n'y a pas de texte, c'est que de la notation algébrique avec des commentaires classiques, il n'y a vraiment aucun texte. Par contre, ce qui est vraiment chouette dans ce bouquin, et que je recommande là pour le coup quand même vraiment à tout le monde, soit sous forme d'appli, soit sous forme de livre, c'est que les combinaisons sont triées par catégorie en fait. Donc on va trouver tout ce qui est déviation dans une section, ensuite clearing, libérer l'espace, les blocages, la démolition de la structure de pion, le coup intermédiaire, les rayons X, etc. Vous avez en fait à chaque fois en fait un thème traité. Donc voilà le premier thème. J'ai toujours du mal avec la vidéo, mais on va y arriver. Annihilation of défense, donc l'annulation de la défense, et toute une série d'exercices sur ce thème. Donc en général, 3 ou 4 pages d'exercices de difficulté croissante. La difficulté est notée en haut de chaque diagramme, donc sont de 3 à 10, je crois, bon, c'est une ordre d'idée. Et effectivement, c'est effectivement de plus en plus difficile. Et ce qui est intéressant aussi avec ces diagrammes, c'est que très souvent, il y a des solutions avec les blancs et avec les noirs. Donc on nous propose une difficulté avec les blancs. Par exemple, ici, ce diagramme, c'est une difficulté 3 avec les blancs et 1 avec les noirs, d'où le 3 plus 1 que vous avez ici. Donc tous les diagrammes sont quasiment à double emploi, un pour les blancs, un pour les noirs. Donc c'est très intéressant, et uniquement sur le thème du chapitre. Donc voilà, et vous avez la dizaine de thèmes qui sont abordés avec des difficultés croissantes donc, et beaucoup de diagrammes. Donc ça peut occuper des heures et des heures, même si c'est pas gros et même si c'est pas lourd. Donc c'est vraiment un ouvrage que je recommande. Je sais pas par contre si on peut encore le retrouver, mais par exemple si vous téléchargez les applis de Chess King ou CT Art, vous retrouvez le même genre d'exercice dedans. Et donc là c'est par thème. Ça c'est intéressant pour recommencer à calculer. Et puis comme le niveau le plus élevé est quand même très dur, ça peut quand même occuper un moment même au-delà. Voilà. Alors après, ça c'était pour la partie calcul. Pour la partie stratégie, je me suis d'abord penché sur le Nimzowitsch My System, j'ai déjà fait une vidéo dessus.
Donc c'est un grand classique évidemment, où Nimzowitsch aborde les principes stratégiques du milieu de jeu aux échecs. Donc j'y reviens pas, j'ai déjà fait une vidéo, simplement c'est un ouvrage qui est aussi contesté parce qu'il n'est pas forcément toujours très clair, il n'est pas forcément complet, mais les exemples qui sont dedans sont intéressants à reprendre, à rejouer je trouve, parce qu'ils illustrent assez bien les thèmes proposés. Euh, Néanmoins, j'ai effectivement trouvé que ce bouquin n'était pas forcément global et hyper pédagogique euh, dans sa structure. Et je me suis orienté ensuite vers le Stillman, How to Reassess Your Chess. Donc là, on a un parfait manuel. Alors c'est assez gros, hein. Un gros bouquin, mais il y a une raison à cela aussi. Bon, c'est très bien écrit. Enfin, l'édition que j'ai là est grosse, c'est très, très, très volumineuse. Alors, ce qui est sympa, c'est que vous avez des chapitres sur tous les thèmes classiques de la stratégie aux échecs, suivis enfin, parsemés d'exercices, on va dire. Très bien décrit, hein, pour chaque coup. Vous voyez ici, on a un exemple de partie. À chaque coup, vous avez quand même beaucoup, beaucoup d'explications, quasiment 3 ou 4 lignes par coup, et ensuite un diagramme, et des questions qui vous sont posées. Donc c'est une lecture assez active. C'est, comme je l'ai dit, parsemé d'exercices. La méthode de Silman repose sur les déséquilibres. Il faut créer un déséquilibre aux échecs et essayer de l'exploiter pour le gagner. C'est une approche assez intéressante. On en est à la 4e édition, donc il y a certainement beaucoup d'erreurs qui ont été corrigées, mais Silman nous indique aussi qu'il a totalement réécrit son livre, qu'il a totalement utilisé de nouveaux exemples. Les parties prises ne sont pas forcément des parties de grands maîtres, elles viennent de sa pratique à lui, mais aussi de ses élèves, de parties jouées contre des joueurs plus faibles pour illustrer justement de grosses lacunes techniques ou bien mettre en avant des points stratégiques. Et vraiment, c'est super facile à lire, c'est même rigolo, et, les exemples sont frappants, assez marquants. Il y a même des exemples qui viennent de l'internet. Vous voyez, il est capable d'aller chercher des sources n'importe où à partir du moment où elles illustrent très très bien, de façon très très parlante, le thème dont il veut parler. Donc tout est traité, les rapports entre les pièces mineures, les choix à faire pour lorsque vous avez l'opportunité de faire des échanges, ou alors il vous explique d'ailleurs que les échanges sont des clés aussi de la maîtrise du jeu. Alors qu'est-ce qu'on trouve dedans? Donc le concept de déséquilibre, justement le rapport entre les pièces mineures, ensuite les tours bien entendu. Il y a toute une partie psychologique aussi sur la façon de mener une partie d'échecs, ou l'état d'esprit à avoir, comment imposer sa vision, etc. La vision des cibles, les aspects tactiques contre dynamiques, l'espace qui est très important, les pions passés, et beaucoup, comme je l'ai dit, d'exercices triés aussi par niveau. On vous donne pour chaque exercice un niveau. Par exemple, ici, il y a écrit pour cet exercice, c'est un niveau 2200 ou plus. Voilà. Trié donc par, là aussi, dans le chapitre, en fait, par problématique abordée. Voilà. Donc, pas mal de problèmes qu'on peut reprendre ensuite pour les rejouer, essayer de se souvenir des grands principes. Donc ça, je pense que franchement, s'il existait une matière scolaire, donc si à l'école on apprenait les échecs, je pense que ce bouquin ferait un très bon manuel pour le milieu de partie. Et tous les joueurs qui apprennent les échecs ou qui réapprennent sur le tard, comme moi, peuvent vraiment apprendre beaucoup de cet ouvrage que je recommande. Alors du coup, je suis allé, j'ai suivi le filon en quelque sorte, très content de ce bouquin, évidemment. Enfin, ah oui, alors peut-être le niveau. Euh, on nous dit que c'est un manuel pour les joueurs de club de 1400 à 2100, et je pense que bon, effectivement, c'est bon pour tous les amateurs. J'ai vu aussi sur des sites de maîtres que certains y ont passé et y passent encore beaucoup de temps, justement parce que sans doute les exemples sont frappants, et donc la pédagogie est très bonne. Donc finalement, il n'y a pas vraiment de restriction, c'est un bon livre. Si vous ne l'avez pas lu, tout le monde en parle aussi. Vous pouvez le lire et je pense que vous ne serez pas déçus. Alors, donc j'ai poursuivi le filon avec la version sur les finales, puisqu'il y a une version de Silman sur les finales, donc complète endgame course. Mais avant de parler de ce bouquin, en fait, quand il s'est agi d'aborder les finales, j'ai voulu aller à la source, et je me suis procuré le Dvoretsky, le manuel des finales, 4e édition. Donc c'est une référence, c'est vraiment un ouvrage de référence. Il y en a pour des milliers et des milliers de pages.
Et d'ailleurs, là, pour le coup, je ne vais pas vous le montrer, parce que je me le suis procuré au format Kindle. Kindle, c'est-à-dire de liseuse électronique, parce que c'est beaucoup moins lourd à transporter. Alors cet ouvrage est formidable, parce qu'il est très exhaustif sur les finales. Dvoretzky était plutôt un scientifique qui cherchait la vérité, si vous voulez, un théoricien des finales. Et l'organisation, voilà, je peux vous montrer des pages. C'est en fait, il y a un petit code couleur. Tout ce qui est en bleu, d'après lui, est à connaître par cœur. Et tout ce qui est... alors attendez, je ne sais pas si je peux réduire un petit peu ma feuille Kindle. Sans aucun doute, ça doit être possible. Voilà. Tout ce qui apparaît en noir est, on va dire, des connaissances générales. Et tout ce qui est écrit en bleu doit être connu par cœur. D'après Dvoretzky, c'est de la théorie pure que tout le monde doit connaître. Alors, c'est exhaustif, donc on trouve toute l'info dont on a besoin lorsqu'on veut vérifier une finale, ça c'est clair, et c'est positif. C'est très très gros, des milliers de pages, on n'a pas forcément le temps de s'y consacrer, ça c'est plutôt un point négatif. Et en fait, je trouve que c'est très pointu dans le sens où on va même sur des finales qui ont peu d'intérêt pratique peut-être, ou même des connaissances qui ont peu d'intérêt pratique parce qu'elles sont tellement complexes que ça va être difficile de les retenir. Euh, et moi, j'ai eu besoin de trouver quelque chose de plus simple pour déjà réapprendre ou apprendre toutes les finales types, les positions clés pour chaque finale, pour chaque type de pièce dans les finales. J'avais besoin entre, on va dire, 100 et 600 positions grand maximum à connaître, et pas des milliers avec des règles très compliquées parfois, qui sont intéressantes, hein, bien sûr, c'est très intéressant, mais pour moi, à mon niveau, ça n'était pas vraiment exploitable. Donc le Dvoretzky, c'est peut-être bien de l'avoir sous la main comme une encyclopédie, parce que c'est vraiment intéressant dans certains cas, et quand on veut regarder une finale en particulier de façon très pointue, on a beaucoup de chances de trouver quelque chose d'approchant dans son bouquin. Mais pour le joueur de compétition assez pressé, je ne suis pas certain que ce soit l'outil idéal. Donc une référence, on est content de l'avoir dans la bibliothèque, mais on ne peut pas forcément travailler au quotidien avec. Donc, puisque je parlais de Silman, je suis allé vers la partie finale de Silman, donc ce bouquin, Complete Endgame. Alors même format, assez gros, très belle édition, très bien écrit, et encore une fois, une super surprise. Pourquoi? Parce que toutes les finales sont abordées, alors par ordre de niveau, on va commencer avec des trucs très simples, qui le donnent, je sais plus, de 1000 Elo à 1200 Elo. Donc les premières finales à connaître, ben non, même pas, non classées à 1000 Elo. Donc les règles de l'opposition, couper le roi, comment mater les maths élémentaires, voilà, on part vraiment de la base, quoi. Et puis à chaque chapitre, on gagne un petit peu de 100 points Elo et on va voir un petit peu plus loin les finales. Donc si dans le premier on avait vu des maths élémentaires avec une tour, dans le deuxième chapitre on va peut-être voir les premières, les positions du Sénat, ce genre de truc avec une tour et un pion. Voilà. Donc on avance un petit peu dans la complexité dans le bouquin, et je trouve l'approche sympa parce que ça demande à acquérir d'abord des fondations assez rigides, assez solides sur les finales, donc pour les finales de tour, les finales de fou, etc. Et ensuite d'aller un petit peu plus loin dans le chapitre suivant sur les mêmes finales, et non pas traiter de A à Z toutes les finales de tour, ce qui n'est pas forcément facile à digérer d'un coup. Ah, faut que je vous laisse. Voilà, excusez-moi, j'ai été dérangé. Donc, une approche des finales progressive qui permet à chaque nouveau chapitre, en fait, de réutiliser les connaissances acquises précédemment pour, dans une position plus complexe, atteindre la position la plus simple qu'on a appris auparavant. Donc c'est une approche vraiment très pédagogique et très progressive, très intéressante. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Tout au long des leçons aussi, il y a on trouve des questions, des problèmes. Voilà. Par exemple ici, à la fin de chaque chapitre, on va trouver un certain nombre de questions et de problèmes dont les solutions ne sont pas données immédiatement, mais dans la deuxième partie du bouquin. Et ça, c'est un truc important que je trouve vraiment chouette. C'est que dans la deuxième partie du bouquin, on va retrouver les problèmes, mais non pas, on va dire, non pas les solutions brutes. Excusez-moi, parce que là, du coup, je suis sur un truc assez complet. Non pas les solutions brutes, mais à nouveau la question et la solution. Ce qui permet d'une certaine façon
de les refaire. Vous voyez par exemple ici, j'ai été un peu long à chercher, on va trouver pour la solution, dans le petit encart que vous avez en haut, le diagramme, on va retrouver à nouveau la question posée, et ensuite, en dessous, la réponse. Et ça, c'est sympa parce que ça veut dire qu'en fait, vous pouvez vous entraîner ensuite en allant voir uniquement la partie problème, en fait, problème et solution. Ça, c'est quelque chose que je trouve très pratique. On apprend et ensuite on peut réviser régulièrement tous les exercices sur les types de finales que l'on veut sans rechercher dans les pages l'endroit où les exercices étaient intéressants. Ils sont tous compilés à la fin. Alors voilà, donc dans les Silman, à chaque fois, on a à la fin de chaque chapitre un petit résumé de ce qu'on a appris, des notions à retenir. Donc c'est vraiment très sympa. Le Dvoreski Endgame, j'en ai parlé. Et après, j'ai eu aussi des mauvaises expériences. J'ai voulu travailler la tactique, on a vu un bouquin. J'ai voulu travailler le milieu de jeu, les finales, avec des choix qui ont plutôt été euh, fructueux, on va dire. Et par contre, ensuite, j'ai voulu apprendre les ouvertures. Et là, j'ai fait un mauvais choix. Je suis allé vers des manuels simples, que vous connaissez sans doute, les Everyman. Alors, je vais en dire aussi quelques mots. Alors, ça conviendra peut-être à certains, mais franchement, moi, j'ai pas aimé du tout. Et depuis, j'ai choisi une autre approche. Mais là, je ne vous parle que de ce que j'ai fait pendant les 2 premières années de préparation, on va dire. Donc je m'étais choisi un petit peu un répertoire d'ouverture et je suis allé acheter des bouquins sur ces ouvertures. Alors il y avait effectivement Larry Lopez ici que vous avez à l'image. Alors bon, l'édition c'est assez propre, on a beaucoup de diagrammes, relativement assez de texte, c'est assez bien expliqué, ça on ne peut pas forcément se plaindre non plus de cette partie-là. Par contre, on sent bien les reproches qui sont faits à l'édition que j'ai découvert après, le fait qu'on compile des bases de données assez rapidement. Et par exemple, ce sujet, l'Army Lopez, bon, bah, c'est une des ouvertures évidemment les plus célèbres. Bon, bah, le bouquin fait, que je ne dise pas de bêtises, 350 pages, assez aéré quand même. Enfin, je veux dire, certes c'est dense, mais c'est quand même écrit assez gros. Et finalement, il n'y a pas tant de contenu que cela. Alors comment on arrive à ce miracle? En fait, le choix. Alors j'ai acheté, mais je vends aussi, hein, pour ceux que ça intéresse, je peux les vendre. Il y a le Henri Lopez, il y a la Nimzo indienne. Alors regardez, quand même, la Nimzo indienne, je les ai achetés quasiment le jour où j'ai commencé, si vous voulez, hein, je ne me suis pas méfié. C'est quand même, c'est pareil, la Nimzo indienne, c'est une ouverture principale. Bon, bah, un si petit manuel, c'est quand même louche. Même si ça a l'air sympa, il y a quelques parties traitées dedans. L'Ouest indienne, pareil, pas bien gros. Bref, j'en ai acheté 2-3 comme ça. Et qu'est-ce que je peux dire? Pourquoi je suis déçu? Eh bien déjà très très vite, on se rend compte que les auteurs ont choisi de ne pas traiter les grandes variantes. Et ça c'est systématique, hein, sur la Nimzo avec les noirs, sur la Ruy Lopez avec les blancs. Quasiment dès le 5e coup, on part sur une sideline, sur une ligne annexe. Donc du coup, si vous vouliez connaître cette ouverture dans ces grandes lignes, bah, c'est raté. L'auteur vous dit très rapidement, bon bah, on n'aurait pas pu traiter dans ce genre de bouquin l'espagnol dans sa globalité, donc j'ai choisi une petite ligne, allons-y pour la petite ligne. Et bah, ça c'est gênant parce que c'est pas forcément votre choix, et lorsque vous achetez un ouvrage, en tout cas moi achetant un ouvrage d'ouverture, j'espère maintenant trouver un petit peu toutes les différentes façons de traiter cette ouverture. Alors ça existe, j'en reparlerai peut-être dans une autre vidéo, il y a des livres qui sont très très bien, mais ceux-ci franchement moi je les conseille pas, même pas pour aborder une ouverture, parce que je trouve que ça l'aborde pas du bon côté. En fait, très vite, on dévie même de l'esprit de l'ouverture pour simplifier, pour réduire le nombre de pages. Ensuite, on va compiler des parties qui sont parfois même des blitz. Bon, bah, je suis pas sûr que ce soit la meilleure qualité de partie. Voilà. Bon, après, on peut aimer, parce que si effectivement vous jouez la ligne annexe ou la petite ligne qui est traitée dans le bouquin, alors là, ça peut présenter vraiment un intérêt. Vous avez un livre entier consacré à cette petite ligne, ça c'est sympa. Voilà. Donc sur les ouvertures, j'ai un petit peu laissé tomber. De toute façon, j'ai beaucoup cherché d'autres façons de les travailler. Et là maintenant, je retrouve des bouquins plus sérieux. Mais de toute façon, quand on apprend, quand on recommence, je pense que le répertoire n'est pas vraiment fiché. Peut-être un livre global traitant de plusieurs ouvertures ou de la façon de gérer les débuts est suffisant.
Quand j'ai recommencé, j'ai pensé qu'il fallait devenir très très fort en ouverture et connaître 24 coups dans toutes les variantes. Et c'est une perte de temps monstrueuse, ça ne vous fait pas mieux jouer aux échecs, enfin en tout cas moi ça m'a pas du tout aidé. Et je pense maintenant vraiment qu'un répertoire très restreint, avec quand on commence 5 coups, dès qu'on est un petit peu à l'aise, monter à 9, 10 coups, c'est bien suffisant. Ensuite on va analyser les parties, ses propres parties, on va apprendre de ses parties, on va évidemment connaître plus en profondeur les idées liées à ses débuts au fil du temps. Mais je pense que c'est pas vraiment très important au début de passer du temps sur les ouvertures, contrairement à ce qu'on a envie de faire. Parce qu'en plus, on a l'impression d'apprendre à jouer, puisqu'on connaît les bons coups, mais bon, sorti de là, on sait plus ce qui se passe, donc ça sert pas à grand chose. Et bon, c'est apparemment une erreur répandue, je l'ai faite aussi, j'ai perdu du temps avec ces ouvertures, j'ai perdu de l'argent, j'ai pas acheté les bons bouquins, et de toute la connaissance qui est là-dedans, il ne me reste rien, sauf l'envie de passer à autre chose, en fait. Voilà. Et j'ai aussi, alors c'est important, j'ai vu des manuels, etc. J'ai lu aussi des ouvrages de joueurs, et notamment un très classique. Alors dans sa vieille, ah ben je ne l'ai pas apporté là, mais il doit être dans, il est quelque part dans ma maison, il n'est pas très loin. Les 60 meilleures parties de Fischer. Donc là l'idée c'est quoi? C'est une fois qu'on a lu les manuels, on peut aller regarder comment les grands joueurs pensent, comment euh, ils abordent leur partie, qu'est-ce qu'ils nous livrent de leur expérience. Celui-ci est un best-seller, je l'avais aussi depuis très très longtemps, c'est un bouquin qui a plus de 30 ans, c'est pour ça que j'aurais été content de vous le montrer, mais là je ne l'ai pas préparé. Alors il faut aimer les Est-Indiennes et les Siciliennes, parce que quasiment une partie sur deux est une Est-Indienne ou une Sicilienne, évidemment, avec Bobby Fischer, mais bon, ses commentaires sont vraiment très abordables, puisqu'il explique tout, même les choses toutes simples. Et par contre en profondeur, donc il faut suivre aussi. J'avoue que pour lire ce genre de bouquin, j'ai apprécié d'avoir une tablette électronique plutôt qu'un échiquier pour pouvoir dérouler toutes les variantes données et reposer rapidement la position initiale sur l'échiquier. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de variantes et on peut y passer beaucoup de temps. Ça, c'est une lecture qui m'apporte aujourd'hui, qui commence à m'apporter plus dans la compréhension stratégique du jeu, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a appris avec Silman les concepts, on peut les voir mis en musique par les meilleurs joueurs et comment les idées se rencontrent entre plusieurs champions. Donc je vais essayer aussi d'avoir toujours ensuite, enfin j'essaie d'avoir toujours en permanence un ouvrage d'auteur, donc ça peut être Tal, ça peut être Bronstein, sous la main, qui traite plus de la compétition en fait quelque part que du jeu d'échecs pour lui-même. C'est le jeu d'échecs dans la compétition. Voilà, donc, oula, bah ça tombe bien, ça sonne, alors attendez. Ok, donc voilà, excusez-moi, très très dérangé pendant cette vidéo. Donc, bon, bah globalement, enfin, les livres que je viens de vous présenter ont été pour moi les premiers livres étudiés pendant les 2 années de préparation à la compétition que j'ai menée, sur lesquels j'ai fait un petit reportage vidéo. Et donc globalement, je trouve que ça a été des lectures plutôt enrichissantes et agréables, et si ça vous tente, je vous les conseille. Voilà, je referai peut-être une vidéo sur les livres un petit peu plus tard, mais aujourd'hui je lis des livres un peu différents. Euh, enfin, pas de celui-ci d'ailleurs, celui-ci je le lis toujours, et ce type d'ouvrage j'en lirai toujours, je pense, c'est super intéressant. Euh, mais ben voilà, en fait, j'ai fait le tour. J'espère vous avoir présenté des livres qui sont susceptibles de vous intéresser, ou des avis qui vous ont intéressé. Et je vous dis bonne lecture et à bientôt. Au revoir.